Bonsoir. Bonsoir. Ancien champion du monde, mais créateur et président de la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que les Français iront voter dimanche pour le premier tour de ces élections dans lesquelles le Rassemblement national est donné très largement en tête et alors qu'une parole raciste semble s'être libérée à mesure que les intentions de vote s'envolent. Cette séquence d'envoyé spécial en est l'une des illustrations, mais les exemples se multiplient. Une soirée xénophobe, les étrangers dehors, interdite par le maire PS de Rouen, un conducteur de bus dans le Val-de-Marne renversé volontairement et traité de bougnoul, les mêmes insultes pour des pompiers du département du Nord lors d'une intervention, une boulangerie incendiée à Avignon, recouverte de tags racistes qui visaient le jeune apprenti ivoirien de 17 ans. C'est un racisme débridé qui s'est réveillé ou qui s'est accentué depuis la perspective d'un accès au pouvoir du Rassemblement national? Déjà, c'est un racisme qui existe culturellement. Et à partir du moment, effectivement, vous sentez que votre parti est en tête, ça vous donne le droit de vous sentir supérieur. Comme le Front National est basé sur quand même des idées racistes et xénophobes, et donc ça donne des situations comme on vient de voir. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans l'analyse de ce qui s'est passé entre ces deux femmes, ce qui dérange cette femme du Front National, c'est que la personne noire en question est trop intégrée, parce qu'elle habite près d'elle dans une zone pavillonnaire. Ça veut dire qu'en fait, normalement, les soi-disant inférieurs devraient habiter dans des HLM. Je pense qu'en fait, il faut qu'on se rende compte aujourd'hui, ce qui dérange beaucoup, c'est qu'en fait, nous sommes intégrés totalement. Et plus vous êtes intégrés, plus ça dérange en fait. Ça, il faut vraiment avoir cette analyse-là en fait. Est-ce que vous partagez les craintes d'Emmanuel Macron qui évoque la possibilité d'une guerre civile au lendemain du 8 juillet? Écoutez, je pense que le président fait de la politique. Moi, je pense que tout d'abord, il faut attendre à savoir qui va remporter cette élection. Ce qui m'attriste, c'est que très souvent, j'ai l'impression que tout le monde se dit que ce sera le Front National, ce sera le Rassemblement National. Mais en fait, si tout le monde le dit, vous savez, il y a des gens qui sont indécis. Et en règle générale... Il y en a à peu près 8 millions, un quart des votants. Ok, lorsque vous êtes indécis, très souvent, vous allez dans le sens de celui que vous pensez qu'il va gagner. Donc il faut faire très attention dans le discours parce qu'on peut parfois aussi orienter. Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Alain Duhamel? Alors c'est vrai que quand... c'est autoréalisant. Oui, non, c'est vrai que quand un parti ou un candidat donne le sentiment qu'il y a une dynamique en sa faveur, ça entraîne des indécis. Ça, c'est vrai. C'est de la psychologie. Mais en même temps, ça peut entraîner une mobilisation des autres. Surtout quand ce parti est clivant. Oui, non, mais et quand je dis un sursaut des autres, ça veut dire non seulement que ses adversaires montent d'un ton eux-mêmes, mais surtout qu'ils arrivent à mettre en mouvement des gens qui, autrement, avaient envie de ne pas voter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on voit que le taux de participation va sans doute grimper de 15, peut-être de 17 points, ce qui est rarissime, hein, peut-être que ça reproduira exactement les intentions de vote existantes. Je dis les sondeurs, est-ce que ça profite à tout le monde? Oui, mais on ne sait pas. Exactement. Ça, sur ce point de vue, évidemment, Lilian, on est d'accord avec vous. Lilian, ce matin, l'entrepreneuse et chroniqueuse dans les grandes gueules sur RMC, Joël Dago-Série, a interpellé très vivement la présidente de l'Assemblée nationale au point de ne pas réussir à contenir son émotion. En tant que personne, je ne sais pas, je ne sais plus à qui j'appartiens, à quel pays j'appartiens. Je me sens presque apatride. Parce que je me dis, mais... est-ce que je suis française? C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de la France? Non. Qu'est-ce que vous avez fait de la France dont on vous a confié les clés en 2017? Parce qu'on a cru en vous. Parce que j'ai cru que ce président comprenait le monde dans lequel on vivait, comprenait les Français. Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Pourquoi est-ce que demain j'ai un Jordan Bardella? Est-ce que je suis française, se demande-t-elle. C'est terrible. Vous comprenez ses larmes, Lilian, et surtout son désarroi? Écoutez, bien évidemment, moi je pense que la vraie question c'est qui sommes-nous en tant que Français? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et je pense qu'effectivement, le Front National nous emmène à se séparer, à se considérer comme des Français de souche, des Français de double nationalité, des personnes de couleurs différentes, des personnes de religions différentes.
Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, justement, de se réunir, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et moi, effectivement, étant donné que je viens du sport de haut niveau, je sais que pour gagner, il faut de la solidarité. On ne peut pas gagner, on ne peut pas devenir un grand pays si on va dans le sens où de l'affrontement identitaire. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. On va nulle part. C'est-à-dire que si on prône de la haine, on va recevoir de la haine. Et donc, je pense qu'il faut avoir des discours où on se dit, voilà, on se regarde. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et effectivement, il y a certaines personnes aujourd'hui qui, légitimement, se posent la question, à savoir, bon, est-ce que je suis français? Est-ce que les personnes de religion musulmane sont français? Est-ce que les personnes de religion juive sont français? C'est ça la vraie question. Et moi, je pense qu'effectivement, nous sommes tous français. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut vraiment lutter contre le Rassemblement national. 6 jours seulement après l'annonce de la dissolution, votre fils, Marcus Thuram, a été le premier sportif et même la première personnalité à avoir pris la parole avec une prise de position très ferme contre le Rassemblement national. On était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter. Il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation. Il a été beaucoup plus clair que Kylian Mbappé, qui lui a parlé de lutter contre les extrêmes. Et on voit bien qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a une certaine apathie des artistes, des patrons. On a plus entendu les sportifs que les artistes. Oui, ça c'est vrai. Assez... Mais malgré tout, est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu plus de monde? Et est-ce que cette prise de parole a été suivie pour Marcus de messages racistes? Oui, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que depuis que mes enfants sont enfants, ils savent très bien que lorsque, par exemple, je prends la parole, oui, je reçois des messages racistes. Par exemple, ils me demandent de rentrer chez moi, donc je ne sais pas où c'est chez moi. Ils me disent que j'aime pas la France, donc ça fait partie du jeu. Et donc Marcus est assez grand pour comprendre que lorsqu'il reçoit ces messages-là, c'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Mais l'idée, encore une fois, c'est, dans l'éducation, en tout cas de mes enfants, c'est leur dire, voilà, vous savez, très souvent, il y a des personnes qui arrivent à collaborer avec la haine. Donc en fait, moi je vous demande de ne jamais collaborer avec la haine. Vous savez, il y a une image très intéressante où est-ce qu'il y a des nazis en Allemagne, où tout le monde fait le salut nazi, il y a un homme qui est comme ça. Et bien depuis tout petit, je montre cette photo à mes enfants en leur disant, voilà, vous allez grandir, vous allez être cet homme-là. Vous allez regarder autour de vous, et en fait, c'est pas parce que tout le monde collabore avec la haine que vous allez collaborer. Et vous allez être des résistants. Sachez qu'en règle générale, les résistants sont très peu. Mais c'est pas pour cela qu'ils ont tort. Et à la fin, certains vont dire « Ah, je ne savais pas ». Et pire encore, à la fin, certains vont dire « Moi, j'étais résistant ». Donc, en fait, il faut être des résistants à la haine. On ne collabore pas avec la haine. Ça, c'est très, très important. Puisque vous faites un flashback, je vais vous en proposer un autre qui vous concerne, qui paraît assez loin, mais en fait pas tant que ça. 2006, vous dites que vous êtes fier d'être français pour répondre à Jean-Marie Le Pen, qui à la veille d'un match France-Espagne avait déclaré qu'il ne se reconnaissait pas dans l'équipe de France de foot. Peut-être que le sélectionneur a exagéré la proportion de joueurs de couleur, avait-il dit. 10 ans plus tôt, il avait dit ceci. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Voilà, vous connaissez ces propos célèbres et je rappelais hier comment, justement à propos des binationaux, Jean-Marie Le Pen trouvait que Yannick Noah devait rendre son passeport français et retourner au Cameroun et qu'il n'avait rien de français à peu près au moment de sa victoire en 1983. Voilà, au moment de sa victoire à Roland-Garros. Est-ce que ces propos qui paraissaient très marginaux finalement à l'époque où ils ont été prononcés, qui étaient assez largement désavoués, est-ce qu'ils auraient pu se tenir aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont gagné ou pas? Bah écoutez, on les tient encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le Rassemblement national essaie de dire qu'il y a des métiers qui ne seront pas ouverts aux Français de double nationalité. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des catégories différentes de Français. Moi, vous savez, je suis antillais.
Je connais très bien l'histoire de France. Et l'histoire de France, c'est toujours ces débats. C'est-à-dire dans quelle direction nous allons. Dans quelle direction nous allons. Et donc, moi, j'ai confiance dans la France. Parce que je connais l'histoire de France. Et en règle générale, les personnes qui souffrent du racisme dans la société connaissent et observent très bien la société française. Je suis extrêmement surpris, par exemple, aujourd'hui, que ce soit une surprise pour beaucoup de personnes ce qui se passe. Ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, il y a des personnes, comme moi d'ailleurs, qui le disaient. Il faut éduquer, il faut essayer d'apprendre l'histoire de France. Il faut qu'on puisse apprendre à se connaître. Pourquoi? À partir du moment où vous vous connaissez en tant qu'individu, lorsque vous vous connaissez en tant que pays, ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile à aller vers l'autre. C'est-à-dire que la haine de l'autre, souvent, c'est un désamour de soi-même. Et je pense que nous devons apprendre, nous, Français, peu importe notre religion, peu importe notre couleur, à s'aimer, à se respecter. En fait, c'est ça le chemin. C'est pas le chemin de la haine, en fait.